moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Dans ce chapitre, nous allons parler des vecteurs. Nous allons voir de nouvelles propriétés sur les vecteurs et surtout une nouvelle opération. Alors, je vous rappelle qu'un vecteur, c'est la donnée d'un triplet constitué d'une direction. Alors, une direction étant un ensemble de droites parallèles. On pense par exemple à la direction horizontale ou à la direction verticale. À cette direction, on va ajouter un sens. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi le sens de C vers D. Et auquel nous allons ajouter une norme. La norme, c'est aussi ce qu'on appelle la longueur du vecteur V. On la note généralement de la façon suivante, avec une double barre de chaque côté. Alors, je vous rappelle qu'un vecteur n'est pas une infinité de représentants. Je vous ai représenté ici le vecteur V par le vecteur CD que vous avez ici. Vous pouvez aussi avoir le vecteur AE qui est exactement le même que le vecteur V. Vous voyez bien qu'ils sont exactement la même direction, le même sens et la même norme. Donc il y a une infinité de représentants du même vecteur. Alors ce qu'on va faire ici, on va à chaque fois représenter les vecteurs avec la même origine, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, quand vous étiez au collège et en seconde, vous avez pu apercevoir qu'il existe quelques opérations sur les vecteurs. Vous avez vu qu'on peut multiplier un vecteur par un réel. Par exemple, considérer le vecteur 2v ou moins 2v. Ou je ne suis pas obligé de prendre un entier, je peux dire 2,5 fois v par exemple. Donc si nous nous intéressons au cas du vecteur 2v, ça sera le vecteur qui aura la même direction, qui aura le même sens que le vecteur v, parce que j'ai un coefficient qui est positif. S'il avait été négatif, ça aurait été le sens contraire. Et 2v, donc ça signifie que la norme du vecteur qu'on va obtenir sera le double de la norme du vecteur v. Vous avez aussi aperçu la somme de vecteurs, donc vous avez une illustration ici de la somme de deux vecteurs. Donc pour faire la somme de deux vecteurs u et v, vous avez deux options. Soit vous les représentez avec la même origine comme ça, vous tracez le parallélogramme et le vecteur qui est ici sera la somme des vecteurs u et v, soit vous les représentez l'un derrière l'autre. Vous écrivez d'abord le vecteur u, puis le vecteur v, vous voyez qu'on obtient exactement le même vecteur. Par contre, vous avez vu qu'il est strictement impossible de multiplier des vecteurs. Donc vos professeurs vous ont forcément indiqué que ce n'était pas possible, ni même de diviser des vecteurs. Néanmoins, nous allons voir dans ce chapitre qu'il est possible de mettre en place une nouvelle opération qui porte tout de même le nom de produit. C'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Alors attention, produit scalaire. Alors, il faut savoir que les scalaires en mathématiques, c'est aussi des nombres en fait. Donc le produit scalaire, ça veut dire que vous prenez deux vecteurs u et v et le résultat que vous obtenez est un nombre. Attention, ce n'est pas un vecteur. Alors que quand je faisais la somme de deux vecteurs, le résultat est un vecteur. Quand je multiplie un vecteur par un réel quelconque, le résultat est aussi un vecteur. Ici, c'est bien différent. Alors, on va avoir différentes façons de le définir, qu'on va essayer de démontrer par la suite. Je vais déjà vous les présenter. Alors, la première façon, c'est ce qu'on appelle l'identité de polarisation. Alors, cette identité est bien dégueulasse. Donc, norme de u plus v, 1 demi de norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré. Alors, la norme de u plus v, vous l'avez ici. Il suffit de prendre cette longueur qui est ici. Donc la norme du vecteur u, c'est la longueur qui est ici. La norme du vecteur v, c'est la longueur qui est ici. Donc voilà, on obtient une valeur approchée. J'obtiens 16,98. Alors gardez en tête cette valeur et on va voir qu'on peut obtenir la même chose avec d'autres situations. Nous allons maintenant nous intéresser à un repère orthonormé. Alors on se place dans un repère orthonormé. Alors je vous rappelle qu'un repère orthonormé, ortho, c'est ce qui fait référence à un angle droit. Donc il faut absolument que vous ayez un angle droit ici. Et on dit orthonormé parce que la norme, l'unité graphique sur chacun des axes doit être exactement égal à A. Ok? Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un repère O, I, J, vous devez avoir ici un angle droit. Le vecteur I ici doit avoir pour norme 1. Le vecteur J doit avoir pour norme 1. Dans ce repère, on va considérer les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur V. Alors ça, c'est facile. Je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur, par exemple les coordonnées du vecteur V, c'est xd moins xc, et en dessous, yd moins yc. Ok? Alors, nous allons maintenant mettre en place cette nouvelle formule. Donc, le produit scalaire de U et V, c'est aussi le produit des premières composantes, c'est-à-dire 7,7 fois 2,7, plus le produit des deuxièmes composantes, c'est-à-dire moins 1,09 fois 3,48. Et vous voyez qu'on obtient à nouveau ceci. Intéressant, formule beaucoup plus sympathique. Nous allons voir maintenant une troisième formule.
La troisième formule fait référence cette fois au cosinus de alpha, c'est-à-dire vous allez considérer l'angle alpha ici qu'il y a entre ces deux vecteurs. Donc cette formule, on l'obtient de la façon suivante. Le produit scalaire donc de U et V, vous les représentez avec la même origine. Ça sera cette longueur qui est ici, fois cette longueur qui est ici, fois le cosinus de ceci. Et à nouveau, vous voyez qu'on obtient encore 16,98. Alors il existe encore une autre formule qui fait référence cette fois à la projection orthogonale du point E. Alors, sur la droite AB. Alors qu'est-ce que c'est que la projection orthogonale? Alors la projection orthogonale, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement le chemin le plus court qu'il existe entre E et la droite AB. Donc on l'obtient généralement en traçant tout simplement la perpendiculaire A à B qui passe par E. Alors pourquoi c'est le chemin le plus court? Parce que pour tout autre point que vous allez prendre, par exemple le point A qui est ici, sur la droite AB, donc là vous aurez un triangle rectangle, et je vous rappelle que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le plus long côté, donc ça sera toujours forcément plus long que ceci. Alors si on s'intéresse au projeté orthogonal de AE, donc le vecteur V ici, ça sera le vecteur AH ou encore le vecteur V'. Et donc en fait le produit scalaire de U et V, ça sera aussi le produit scalaire de U et de V'. Et c'est intéressant parce que cette fois les deux vecteurs sont collinéaires. Et dans ce cas-là, si les deux vecteurs ont le même sens, il suffira de faire norme de U fois norme de V', tout simplement, et nous obtiendrons ce résultat. Par contre, si les deux vecteurs ont un sens contraire, comme celui-ci, il faudra cette fois faire moins norme de U fois norme de V'. Donc je vous invite à être prudent, suivant le sens. Vous voyez que ici c'est le même sens, donc ça sera toujours positif. Quand le sens est contraire, ça sera négatif. Alors, j'ai projeté dans notre première situation le vecteur AE sur le vecteur AB, mais on aurait pu imaginer aussi la situation où on projette le vecteur AB sur le vecteur AE. Donc c'est le cinquième choix. Vous voyez ici, je peux projeter le vecteur AB ici. Alors comment on fait? Vous prenez le point B, vous tracez la perpendiculaire à AE qui passe par B, vous obtenez ce point K. Et donc le produit scalaire de vecteur U et de vecteur V, c'est-à-dire du vecteur AB et du vecteur AE, c'est aussi le produit scalaire du vecteur AE et du vecteur AK, c'est-à-dire du vecteur V et du vecteur U'. Et quand deux vecteurs sont collinéaires, donc s'ils sont de même sens, comme vous le voyez ici, le produit scalaire, ça sera le produit des normes. S'ils sont de sens contraire, dans une situation par exemple comme celle-ci, ça sera l'opposé du produit des normes. Voilà, je vous ai défini toutes les façons de calculer un produit scalaire. Vous allez voir que le produit scalaire a de nombreuses utilités. Notamment, il nous permettra de déterminer des angles, de faire des calculs de longueur et surtout de montrer que des vecteurs sont orthogonaux. Tout ça, nous allons en discuter dans le cours. Avant de commencer le cours en détail, je vais revenir sur un point important. Donc la notion de projeté orthogonal que j'ai abordé dans l'introduction. Alors le projeté orthogonal d'un point B sur une droite quelconque, ici donc par exemple la droite OA, c'est tout simplement le point qu'on obtient en traçant la perpendiculaire à la droite, OA passant par B. Ici j'obtiens le point H. Je vous présente un certain nombre de situations, et sur ces différentes situations, vous voyez que le projeté orthogonal ici peut être en dehors du segment OA, il n'y a aucune raison. Donc, cette longueur BH que vous obtenez ici va nous permettre de définir le chemin le plus court, la distance la plus courte en fait, entre le point B et la droite OA. Pour une raison extrêmement simple, vous pouvez prendre n'importe quel autre point, par exemple celui-ci, sur la droite, vous aurez ici alors un triangle rectangle. Et vous savez tous que dans un triangle rectangle, le chemin le plus long, la distance la plus longue, tout simplement, c'est l'hypoténuse. Donc voilà pourquoi cette distance ici est nettement plus courte. Maintenant que nous avons défini le projeté orthogonal d'un point sur une droite, on peut définir le projeté d'un vecteur sur un autre vecteur. Donc, on va tout simplement ici considérer non pas le vecteur, mais la droite qui supporte le vecteur, et il suffira de projeter tout simplement les extrémités des deux vecteurs sur celui-ci. Donc, le projeté de O, c'est évidemment lui-même, le projeté de B, c'est H, et donc le projeté du vecteur OB, ça sera tout simplement le vecteur OH. Dans l'introduction, je vous ai présenté différentes expressions du produit scalaire que nous n'avons pas encore démontrées. Nous sommes donc encore au stade de la conjecture. Vous savez qu'en mathématiques, on peut affirmer une chose seulement après l'avoir démontrée. Alors, je vous laisse appuyer sur pause pour relire bien proprement tout ceci. De toute façon, vous allez devoir apprendre tout ceci par cœur.
Alors, je vais déjà traiter une situation à part, la situation où l'un des deux vecteurs est le vecteur nul. Nous allons par exemple choisir le vecteur u qui est égal au vecteur nul. Alors, je rappelle que le vecteur nul se note toujours 0 avec une petite flèche au-dessus. Attention, ce n'est pas un nombre. Vous pouvez vérifier dans chacune des situations ceci que ça fonctionne très bien. Par exemple, si je choisis le vecteur u qui est égal au vecteur nul, donc ici nous allons obtenir 0. Ici, u plus v, ça va faire le vecteur v, et effectivement, nous allons obtenir nombre de v au carré moins nombre de v au carré, ce qui fera bien 0. De la même façon ici, si vous choisissez 0 et 0, vous voyez que évidemment ici, ça va s'annuler. Je vous laisse vérifier pour le reste, c'est très facile. Nous allons maintenant essayer de démontrer que l'identité de polarisation, c'est-à-dire ceci, est égale à cette chose-là, quel que soit le repère orthonormal choisi. Alors, pour ceci, je rappelle qu'un repère orthonormal est un repère tel que vous avez un angle droit et l'unité sur chaque axe qui est égale à l'unité graphique choisie. Alors pourquoi on s'impose un repère orthonormal? Parce que nous allons utiliser la formule qui permet de calculer la norme d'un vecteur, c'est-à-dire norme de u égale à racine carrée de x carré plus y carré. Et pour la démonstration de cette formule, nous utilisons le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore a besoin d'un angle droit et que l'unité graphique soit bien sûr la même sur chacun des axes. Je rappelle que cette formule, c'est norme de u égale racine carrée de x carré plus y carré. Alors, je rappelle aussi que si on choisit deux vecteurs u et v de coordonnées respectives, ceci et ceci, les coordonnées du vecteur u plus v, on les obtient tout simplement en additionnant les coordonnées des deux vecteurs. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, la démonstration ne pose absolument aucun problème. Vous pouvez calculer ici la norme de u plus v au carré. On n'a pas besoin de passer par la norme de u plus v, étant donné qu'on va faire référence à des carrés, donc ce qui nous permet de nous débarrasser de la racine carrée. De manière très facile, nous obtenons ceci. Je vous laisse vérifier les calculs qui ne posent aucun problème et nous obtenons bien à la fin xx' plus yy'. Nous allons essayer de démontrer maintenant que OA fois OB fois le cos de AOB est égal à xx' plus yy', où ceci, xy et x'y' sont les coordonnées respectives des vecteurs OA et OB dans un repère orthonormal bien choisi. Alors, pour ceci, nous allons donc représenter ici le vecteur OA, ici le vecteur OB, et nous allons introduire donc le point O, qui est ici l'origine. Nous allons introduire le vecteur I, qui va être de norme 1. On appelle aussi ça un vecteur unitaire, qui sera collinéaire au vecteur OA. Ici, nous allons introduire le vecteur J de telle façon de mettre en place un repère orthonormal. Donc, ici, vous avez donc un angle droit, la norme de I qui est égale à 1, la norme de J qui est égale à 1. Alors, dans ce repère, on va noter xy et x'y' les coordonnées respectives des vecteurs OA et OB. Alors, concernant OA, on voit donc qu'on a forcément y est égal à 0 et x, ça sera égal à la longueur OA. Concernant OB, alors vous avez ici un triangle rectangle et nous pouvons faire un petit peu de trigonométrie en utilisant cet angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle AOB, et on obtient que x', c'est-à-dire la longueur, vous savez tous que le cosinus de cet angle-là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et on en déduit très rapidement que la longueur OH, c'est-à-dire x' est égal à OB fois cos AOB. De la même façon, nous allons pouvoir déduire ceci, mais vous allez voir que ça n'a pas beaucoup d'importance. Y', c'est OB fois sinus AOB. Ensuite, xx' plus yy', donc allons-y. X, vous l'avez. X', vous l'avez. Donc ça va faire OA fois OB fois cos AOB. Et pourquoi ici l'ordonnée de B, par exemple, n'avait pas d'importance? Tout simplement parce que vous allez multiplier par 0. Et donc on obtient bien que xx' plus yy', c'est égal à OA fois OB fois le cosinus de AOB. Nous allons maintenant essayer de démontrer la propriété suivante, c'est-à-dire que OA fois OB fois le cosinus de AOB, c'est égal à OA fois OH si les vecteurs sont de même sens, ou moins OA fois OH si les vecteurs sont de sens contraire. Alors pour ceci, nous allons nous replacer dans le même repère que précédemment, et on voit que l'abscisse du point H, c'est la même que celle de B, c'est-à-dire, on avait vu tout à l'heure, OB fois cos AOB.
Donc on en déduit donc que OA fois OB fois cos AOB, ce n'est rien d'autre que la longueur OA fois l'abscisse de H. Donc deux situations vont se présenter. Donc si OA et OH sont de même sens, alors les vecteurs I et OH sont de même sens, et dans ce cas-là, l'abscisse, ça sera égal à OH. Par contre, s'ils sont de sens contraire, l'abscisse, ça sera moins OH. Et donc, on en déduit donc que cette expression-là, c'est soit OA fois OH, soit moins OA fois OH. Et voilà, nous venons de faire la démonstration de tout ceci. Alors, je vais vous montrer sur quelques exemples comment ça peut fonctionner. Et alors, le truc, c'est que dans la pratique, vous allez voir, il faudra, suivant la situation, choisir l'expression du produit scalaire la plus sympathique. Alors, quand on vous donne des coordonnées comme ceci, vous êtes dans un repère orthonormal, il va de soi qu'on va passer par la formule xx' plus yy'. Donc il suffit de déterminer les coordonnées du vecteur AB. Je rappelle que les coordonnées d'un vecteur, du vecteur AB, il suffit de faire xb moins xa puis yb moins ya. Nous obtenons ceci. De la même façon pour le vecteur BC. Et après, nous utilisons la formule moins 3 fois moins 1 plus 1 fois moins 3. Et nous obtenons donc 0. Et vous allez voir que le fait d'obtenir 0 est extrêmement intéressant, car ça permettra par la suite, quand nous allons en reparler, de justifier que deux vecteurs sont orthogonaux. On considère maintenant cette situation, donc je considère ce triangle-là, les milieux respectifs ici des différents côtés, donc je considère que c'est un triangle équilatéral de côté 3. Alors, si je cherche à calculer le produit scalaire de AB et de, donc AB vecteur ici, et de AC, donc différentes stratégies, je peux par exemple utiliser la formule qui fait référence au cosinus. Donc ça me fera la longueur AB fois la longueur AB fois le cosinus qui est ici. Alors, AB c'est connu, c'est 3, AC c'est connu, c'est 3, ici aussi c'est connu, nous sommes dans un triangle équilatéral, donc c'est pi sur 3, et nous obtenons donc 3 fois le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 9/2. On aurait pu aussi utiliser une autre stratégie, on aurait pu projeter par exemple, donc si vous prenez le vecteur AB et le vecteur AC, vous pouvez tout à fait projeter le vecteur AC sur le vecteur AB. Vous êtes dans un triangle équilatéral. Il faut savoir que dans un triangle équilatéral, la hauteur, c'est aussi la médiane, donc issue de n'importe quel sommet. Donc ici, vous avez bien sûr un angle droit, et le projeté de C, ça sera bien le point E. Donc le produit scalaire de AB et de AC, ça sera aussi le produit scalaire de AB et de AE, et donc AB fois la longueur AE, et on obtient à nouveau 9/2. Je peux aussi vous présenter la situation où je cherche le produit scalaire de AB et de CE. Alors l'angle entre les deux, c'est pi sur 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette médiane ici, c'est aussi la hauteur. Donc c'est facile. Et donc, on trouve bien 0. On aurait pu aussi raisonner avec le projeté orthogonal. Le projeté orthogonal du vecteur CE, vous voyez que le point C se projette en plein sur E. Ce n'est rien d'autre que le vecteur nul. Et à nouveau, on obtient 0. On va maintenant s'intéresser à quelques petites remarques intéressantes. Alors tout d'abord, le signe du produit scalaire. Alors, on sait que le produit scalaire de vecteurs OA et OB dépend de la nature de l'angle AOB. Donc, on sait que de toute façon, les normes sont positives, donc tout va dépendre du signe de cosinus de AOB. Alors ça, c'est facile. Maintenant, si AOB est compris entre 0 et pi sur 2 son cosinus, donc le signe, donc son cosinus est bien sûr positif, donc le signe de ceci sera positif. Ici, si c'est égal à pi sur 2, le cosinus est nul, donc nous allons avoir cette situation extrêmement importante, donc on va utiliser très souvent. Et si maintenant vous avez un angle obtus, c'est-à-dire compris entre pi sur 2 et pi, le cosinus est négatif, et vous obtenez donc un produit scalaire qui est négatif. Alors le produit scalaire de deux vecteurs dépend aussi de leur norme, tout simplement. Vous savez qu'un cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1, donc de toute façon, vous aurez que le produit scalaire sera compris entre moins norme de U fois norme de V et norme de U fois norme de V. Bon, on ne va pas beaucoup l'utiliser, mais bon, c'est bon de le savoir. Nous avons déjà vu cette situation, donc si deux vecteurs sont collinéaires de même sens, le produit scalaire, donc ça sera le produit des normes, ou l'opposé du produit des normes, dans le cas où ils sont de sens contraire. Alors, une nouvelle situation intéressante que nous allons regarder ici sur ce graphique. Donc vous voyez que ici, si vous considérez le vecteur U qui est ici, et on se place dans le repère orthonormé OIJ, on constate tout simplement que
si je m'intéresse à l'abscisse du point B, ou c'est-à-dire à la première composante du vecteur U, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire de U et de I. Vous voyez que ici, vous pouvez projeter le vecteur U, vous obtenez ceci, donc vous pouvez l'appeler U', et le produit scalaire entre U' et I, bah, tout simplement, ça sera la norme de U', c'est-à-dire cette longueur, fois ceci, la norme de I, c'est-à-dire 1. Donc là, parce que nous sommes dans le même sens. Et donc, on obtient bien cette formule importante. Donc, on n'a que X, si vous avez un vecteur de coordonnées XY dans un repère orthonormé. Alors, une base suffit, hein. Je vous rappelle la différence entre une base et un repère. Une base, c'est uniquement pour les vecteurs. Un repère, on a besoin d'ajouter un point ici, O. Alors, on aura X, c'est U scalaire I, et Y, ça sera U scalaire J. C'est exactement la même chose ici. Alors, un petit complément sur les projections orthogonales. Donc, la première situation, nous l'avons déjà vue plusieurs fois. Donc, si deux vecteurs sont tels que ils sont de même sens, alors le produit scalaire, ça sera OA fois OH, sinon ça sera moins OA fois OH, ils sont de sens contraire. Mais nous pouvons étendre ceci, il n'est pas nécessaire d'avoir le même point O. Vous pouv't entièrement projeter un vecteur CD sur un autre vecteur AB. Vous voyez que si je m'intéresse au vecteur CD, le point C orthogonalement va se projeter en C', le point D va se projeter en D', et le produit scalaire de ces deux vecteurs sera donc aussi le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur C'D'. Voilà, donc pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, on peut toujours remplacer l'un des deux vecteurs par son projeté orthogonal sur la droite qui porte l'autre. Mais attention, ne mélangez pas, il faut bien soit on projette sur une des droites qui porte un vecteur ou l'autre, mais pas sur une autre droite prise au hasard. Ça, c'est une erreur classique, il faudra éviter. Alors, on va maintenant s'intéresser à quelques propriétés du produit scalaire, donc très importantes. Alors, tout d'abord, on dit que le produit scalaire de deux vecteurs U et V est symétrique, c'est-à-dire que le produit scalaire de U et de V, c'est la même chose que le produit scalaire de V et de U. Donc, c'est pas difficile à montrer. Ça vient tout simplement, par exemple, de cette formule. Le produit scalaire de U et de V, c'est XX' plus YY', ou encore, XX', c'est la même chose que X', ou YY', c'est la même chose que Y', Et donc, on voit bien que c'est aussi le produit scalaire de V de U. On dit aussi que le produit scalaire de deux vecteurs est linéaire. Ça, on parle de linéarité. Donc, vous retrouvez quelque chose qui ressemble à la distribution, comme K fois A plus B, vous voyez. Le produit scalaire de U et de V plus W, donc c'est la somme de ces deux produits scalaires dans un sens, comme ceci, ou dans l'autre. Là, je vous l'ai présenté dans l'autre sens. Alors, je vais vous faire cette démonstration. Donc, le produit scalaire de U est de la somme des deux vecteurs, donc c'est très facile. La somme des deux vecteurs, on sait calculer les coordonnées, hein, donc ça sera pour V et W, ça sera X' plus X seconde, Y' plus Y seconde. Donc, on va obtenir cette fameuse formule. Il suffit de développer comme ceci, puis de réordonner. Vous mettez XX' et YY' ensemble, vous obtenez ceci. Donc ce n'est rien d'autre que le produit scalaire de U et de V, et ceci n'est rien d'autre que le produit scalaire de U et de W. Donc nous venons de démontrer cette propriété importante. On démontrerait exactement de la même façon que le produit scalaire de KU et de V, c'est aussi K fois le produit scalaire de U et de V, qu'on peut aussi exprimer sous cette forme-là. Alors ça sera pratique, notamment sur des situations comme celle-ci. Donc si vous cherchez le produit scalaire de AU et de BV, c'est aussi A fois B fois le produit scalaire de U et de V. Alors, A et B sont des réels quelconques. Alors, quelques exemples pratiques. Vous allez rencontrer des situations comme celle-ci, où on va vous demander de calculer ceci. Alors, ça sera très simple. Vous allez développer, comme vous aviez l'habitude de développer au collège, ça sera exactement les mêmes propriétés. Donc 3U et 2U, donc ça fera 3 fois 2, 6, U scalaire U. Ensuite 3U et V, donc ça fera 3 fois U scalaire V. Je vous laisse poursuivre, il n'y a aucune difficulté. Ensuite, donc évidemment vous appuyez sur pause pour vérifier vos calculs. Alors on va s'intéresser à ces petites expressions, on va voir celles qui posent problème. Alors, cette expression qui est ici,
est-elle possible ou n'est-elle pas possible? Non, en fait, elle n'est absolument pas possible. Parce que le produit scalaire de deux vecteurs u et v est un nombre. Et après, on se retrouverait à faire le produit scalaire entre un nombre et un vecteur. Donc, ce n'est pas une chose possible. Donc, écriture à exclure. De la même façon ici, le produit scalaire est un nombre et vous ne pouvez pas additionner un nombre et un vecteur. Donc, voilà encore une expression à exclure. Et il en est de même ici. K est un réel, V est un vecteur, donc cette expression n'existe pas, donc on ne peut pas envisager faire le produit scalaire. Alors, vous m'avez vu parler des propriétés que nous avions dans les réels, notamment la distributivité, toutes ces choses-là, mais attention, hein, il y a quelques propriétés qui s'étendent, qui fonctionnent de la même façon, mais d'autres ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Par exemple, vous savez que dans les réels, si un produit de facteurs est nul, par exemple si a fois b est égal à 0, c'est soit a qui est égal à 0, soit v qui est égal à 0, ce qui est absolument faux avec le produit scalaire. Vous savez, on en a déjà parlé, mais je vais revenir dessus, que si le produit scalaire est nul, ça peut fonctionner par exemple tout simplement quand les vecteurs sont orthogonaux, ce qui ne signifie pas que l'un ou l'autre est le vecteur nul. D'autre part, ici, vous savez que dans les réels, si on a a fois c égale a fois b, et a non nul, ça implique b égale c. C'est absolument faux aussi avec le produit scalaire. Vous pouvez avoir que le produit scalaire de deux vecteurs comme ceci, u et v, et u et w, sont identiques. Il suffit que v et w aient tout simplement le même projeté orthogonal sur vecteur u, mais ça n'implique jamais de la vie que le vecteur v est égal au vecteur w. Donc attention. Alors on va aussi utiliser quelques notations bien pratiques. Vous m'avez vu au-dessus écrire u scalaire u. Ok, mais u scalaire u, ce n'est rien d'autre que u carré. Voilà comment nous allons le noter. On appelle ça le carré scalaire. Alors on va étudier ça un petit peu plus en détail. Étant donné que u carré c'est u scalaire u, mais les vecteurs u et u sont bien sûr collinéaires et ont bien sûr le même sens. Donc ça sera aussi norme de u fois norme de u, ou encore norme de u au carré. Et si nous raisonnons avec des points, c'est encore plus simple. Ça voudra dire que le carré scalaire du vecteur AB, ce n'est rien d'autre que la norme de AB au carré, ce n'est rien d'autre que la longueur AB au carré. Alors vous allez voir que c'est très pratique, parce que ça nous permettra, à partir d'un carré de longueur, d'introduire des vecteurs et toutes les propriétés qui existent avec les vecteurs. Alors, quelques petites remarques. Je l'ai déjà dit au-dessus, un vecteur U est unitaire, donc si et seulement si sa norme est égale à 1, ou encore si son carré scalaire est égal à 1. On retrouve après des identités qui ressemblent aux identités remarquables que vous avez déjà étudiées. Vous savez que a plus b au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. Regardez ce qu'on retrouve ici. Exactement de la même façon, après un petit développement très facile. Donc le carré scalaire, ça ferait u plus v, scalaire u plus v. Nous obtenons ceci. De la même façon, on retrouve cette égalité bien familière, ou encore celle-ci qui fait référence à a plus b fois a moins b, c'est-à-dire a carré moins b carré. Tout ceci se démontre très facilement. Depuis le début du cours, vous m'avez entendu parler du lien qui existe entre le produit scalaire et l'orthogonalité. Donc nous allons mettre en place cette propriété qui est ici, c'est-à-dire que dire que deux vecteurs sont orthogonaux, donc je rappelle que ceci c'est le signe d'orthogonalité, signifie que le produit scalaire des deux vecteurs est nul. Donc ça c'est le signe équivalent, donc on a une application dans un sens et dans l'autre sens. Alors pour la preuve, c'est immédiat évidemment si l'un des deux vecteurs est le vecteur nul. Nous allons étudier la situation où les deux vecteurs sont bien distincts du vecteur nul. Alors on va noter alpha, l'angle entre ces deux vecteurs. Donc on a bien sûr cette propriété qui est ici, dont on a déjà parlé. Alors comme on sait que les deux vecteurs sont distincts du vecteur nul, ça signifie donc que leurs normes sont clairement différentes de 0. Ainsi, dire que le produit scalaire est nul revient à dire que le cosinus de alpha est égal à 0. Mais le cosinus de alpha est égal à 0. Ça veut tout simplement dire que alpha est égal à pi sur 2, et donc que les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors quelques petites remarques. Le vecteur nul, comme j'en ai parlé tout à l'heure, est orthogonal à tout vecteur du plan. Donc on ne va pas modifier le produit scalaire de deux vecteurs si on ajoute à l'un des deux vecteurs un vecteur orthogonal à l'autre. Donc par exemple, si j'ajoute au vecteur v le vecteur w qui est orthogonal au vecteur u, ça ne va rien changer au produit scalaire, parce que de toute façon, quand on va distribuer tel que je vous l'ai montré ici, le produit scalaire de u et de w sera égal à 0. Alors, si maintenant on se place dans un repère orthonormal, vous connaissez bien sûr cette propriété dont on a déjà parlé, et donc on en déduit que deux vecteurs sont orthogonaux seulement si on a ceci. On appelle ça la condition analytique d'orthogonalité.
Nous allons maintenant étudier deux applications du produit scalaire. Alors tout d'abord le théorème d'Al-Kashi. Alors le théorème d'Al-Kashi qu'on appelle aussi théorème de Pythagore généralisé. Alors pourquoi? Parce que vous voyez qu'il ressemble beaucoup au théorème de Pythagore et qu'il va nous permettre d'avoir une relation importante dans un triangle autre qu'un triangle rectangle. Alors pour ceci, on va choisir les notations suivantes. On se place dans un triangle ABC quelconque. On note petit a, par exemple, la longueur du côté opposé au sommet A, de la même façon pour petit b et petit c, je vais noter comme ceci l'angle A. Alors, pour faire la preuve, on utilise en fait le produit scalaire. Vous voyez que le vecteur BC, en utilisant la relation de Chasles, c'est BA plus AC, ou encore AC moins AB. Donc si maintenant je m'intéresse à A carré c'est aussi la longueur BC au carré, c'est-à-dire le carré scalaire de BC. Or, BC, nous venons de voir que c'est AC moins AB, nous obtenons donc ceci. Et il ne nous reste plus qu'à développer ceci avec les identités remarquables qu'on a vues au-dessus. On obtient donc AC carré, c'est-à-dire le carré scalaire de AC, ou la longueur AC au carré, plus AB carré, moins ceci. Or, ceci, c'est quoi? C'est le produit scalaire de AC et de AB. Et donc, ce n'est rien d'autre que la longueur AC fois la longueur AB fois le cosinus qui est ici. Et nous venons de mettre en place le théorème d'Al-Kashi. Alors, si vous voulez le démontrer, par exemple, aussi pour B carré ou pour C carré, il suffit juste de permuter la relation. Donc, B carré, ça sera tout simplement A carré plus C carré moins 2 fois ça, c'est-à-dire A fois C fois le cosinus qui est ici. Alors maintenant, si l'angle ici avait été droit, par exemple ici, un angle de pi sur 2, qu'est-ce qu'on constate? Cos de pi sur 2, c'est 0, et on retrouve le bon vieux théorème de Pythagore. Alors nous allons maintenant nous intéresser à un ensemble de points, l'ensemble des points qui vérifient MA scalaire MB est égal à 0. Alors c'est-à-dire tous les points M où sont situés tous les points M, on va leur dire M comme mobile, du plan qui vérifie cette relation. Alors pour ceci, on va d'abord essayer de démontrer que MA scalaire MB c'est toujours égal à MI carré moins AB carré sur 4. Vous pouvez apprendre cette relation par cœur. À mon sens, ça n'a aucun intérêt. Moi-même, je la connais pas. Dès que j'en ai besoin, je la redémontre. Alors l'idée est toujours la même. Donc vous prenez deux points A et B, quelconque ici, vous allez introduire I le milieu de AB. Ensuite, vous voyez que le vecteur MA, c'est rien d'autre que MI plus IA. Le vecteur MB, ce n'est rien d'autre que MI plus IB. Or, IB, c'est quoi? C'est l'opposé de IA. Ce qui nous permet de mettre en place MI plus IA, scalaire MI moins IA. Et ensuite, vous avez une jolie identité remarquable, donc MI carré moins IA carré. Donc ici, ce sont des carrés scalaires qu'on peut transformer en longueur au carré, donc MI carré moins IA carré. Or, la longueur IA, c'est un rayon, c'est donc la moitié du diamètre AB, donc c'est AB sur 2 au carré ici, et nous obtenons donc cette fameuse relation qui est ici. Alors, maintenant, nous allons essayer de caractériser cet ensemble. L'ensemble des points qui vérifient MA scalaire MB est égal à 0. Donc, on va remplacer par l'expression qu'on a obtenue au-dessus, on obtient donc ceci. Je vais isoler MI carré, donc j'obtiens ceci. Maintenant, tout est positif, donc on va prendre les racines carrées, on obtient MI égale AB sur 2. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient AB sur 2? N'oubliez pas que c'est une constante, hein, la longueur AB est donnée. Et donc, on obtient l'ensemble des points M qui sont à une distance constante d'un point I. Ce n'est rien d'autre qu'un cercle, et c'est le cercle de centre I et de rayon AB sur 2, ou encore le cercle de diamètre AB. Ce qui n'est pas un résultat surprenant, parce que vous avez déjà aperçu ce genre de choses en seconde ou en troisième, avec un angle droit ici. Et n'oubliez pas que le fait que le produit scalaire est nul caractérise donc soit l'angle droit, soit le fait que l'un des deux vecteurs est nul. Alors voilà pour ce cours. Alors comme je vous l'ai toujours dit, hein, un cours ça se travaille, un cours ça s'apprend. Donc c'est une vidéo, vous avez l'occasion de pouvoir revoir, appuyer sur pause autant de fois que vous voulez. Allez, bon courage à tous.